Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp en son absence. C'est ça, bonsoir. À l'absence de Daniel, Charles va être conférencier ce soir. Alors, je voudrais rappeler ou répéter pour ceux peut-être qui sont rentrés dans la salle et qui n'ont pas été avisés du changement pour ce soir. Alors, si vous voulez quitter à cause de que vous attendiez à ce que ce soit Daniel, eh bien, vous pouvez sortir et puis on va vous rembourser. Et sinon, ben, vous restez, ça va de vous. Et puis, vous participez à la conférence. Alors, ce soir, C'est pas trop barré. Bon, on va laisser le monde sortir. Ceux qui veulent sortir, vous pouvez sortir. Soyez bien à l'aise, là. OK, le sujet ce soir, c'est évoluer dans la matière. Il n'y a vraiment pas de hasard. Non? Non, tout ça donne, oui. Évoluer dans la matière, est-ce que évoluer dans la matière, ça veut dire évoluer dans le confort? Ou est-ce qu'on doit évoluer dans le confort, se conscientiser dans le confort ou dans la pauvreté, ou ça n'a aucune incidence dans l'évolution ou dans la conscientisation? Ben, moi, je pense que la matière, c'est quelque chose qu'on peut se servir. On peut s'en servir pour évoluer. On peut servir la matière ou elle peut nous empêcher d'évoluer. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Si on est en train de la gagner, si on est en train de la perdre, si on est en train d'essayer de la conserver ou si on est en train d'essayer d'en acquérir plus. Est-ce qu'on sert quelque chose qu'on détient ou est-ce qu'on se sert de quelque chose qu'on détient? C'est ça qui fait toute la différence entre évoluer avec ou involuer avec quelque chose qu'on détient. Et quand tu parles de détenir, là, c'est détenir la matière ou détenir... Détenir quelque chose de matériel, dans le sens, ça peut être, bon, c'est sûr que dans un monde capitaliste, on peut facilement visualiser ça avec de l'argent, mais ça peut être aussi bien avec des objets matériels, détenir par exemple un système de son ou une belle voiture, puis passer tous ses temps libres à frotter sa voiture, puis à réparer sa voiture, puis à aller travailler pour gagner des sous, pour mettre des nouvelles choses sur la voiture. À ce moment-là, on ne se sert pas de la voiture, on sert la voiture, on sert la matière. Puis ça, on peut facilement tomber dans ce piège-là à partir du moment où on commence à accumuler des biens, pour la valeur des biens, et non pas pour l'expérience qu'on a vécue en accumulant ces biens-là. Si on comprend pas qu'en accumulant quelque chose, on a appris quelque chose en le faisant. Si quelqu'un, par exemple, construit une maison, c'est en construisant sa maison qu'il va avoir appris comment une maison se construit. C'est pas nécessairement dans la maison elle-même un coup fini qui est le résultat de l'apprentissage. Si tu t'achètes une maison qui est tout faite, puis l'autre, ton voisin, lui, a bâti sa maison pièce par pièce, clou par clou, puis madrier par madrier, lui, il va avoir appris des choses en construisant sa maison que toi, tu n'as pas appris en l'achetant. Donc, par contre, avec l'argent que tu vas dépenser pour acheter ta maison, que tu vas payer plus cher finalement ton bien que tu as acquis, tu vas avoir pris de l'argent de plus que ton voisin, parce que lui, il l'a bâti, ça lui a coûté moins cher que toi pour la même maison. Cet argent-là que tu vas avoir dépensé de plus pour acquérir ce même bien-là, cette même maison-là, ça va te coûter en quelque part, cet argent-là va t'avoir servi à reporter plus loin quelque chose que tu aurais à apprendre ou à comprendre en bâtissant la maison. Mais est-ce que tu dis c'est mieux, par exemple, est-ce que c'est mieux d'apprendre à bâtir une maison, dans cet exemple-là? Est-ce que c'est mieux d'apprendre à bâtir la maison ou bien de payer plus cher et puis de ne pas avoir à la bâtir, mais tu n'as rien appris? C'est mieux de l'apprendre. C'est mieux bon, là, c'est l'exemple de bâtir une maison, c'est pas nécessairement ce qu'on va faire, mais bâtir sa vie, si on pourrait le visualiser de la même façon que bâtir une maison, c'est mieux d'apprendre à chaque étape, à chaque événement, ce qu'on a vécu dans l'événement que juste regarder le résultat final de ce qu'on a obtenu au bout. Si le résultat d'une vie, c'est d'avoir, par exemple, 500 000 en banque pour céder à ses enfants, c'est pas ça. Si c'est ça le but, on n'a rien compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est chaque chose qu'on a appris, chaque chose qu'on a vécu en accumulant ce bien-là. Le bien est secondaire, c'est un résultat secondaire de l'apprentissage. Ça doit vraiment pas être le but de l'évolution. On peut s'en être servi, par contre, pour la rendre plus confortable. C'est sûr qu'on peut dire que c'est plus facile d'évoluer au Mexique avec des journées comme aujourd'hui, à moins 30 ou à moins 35, essayer de faire démarrer l'auto, puis ça ne veut pas démarrer. Confortablement, ça peut être plus confortable de t'installer sur une plage, mais il y a peut-être quelque chose d'autre à apprendre à moins 35, puis que si on l'apprend, si on se sert de l'événement pour apprendre l'expérience, c'est pas l'argent ou c'est pas la matière qui va nous avoir nui dans notre évolution, mais ça va nous avoir aidé à passer du côté de la conscientisation plutôt que de l'évolution. Oui, mais là, il y a
bon, la plupart des gens que je connais, en tout cas, sinon tous, veulent avoir de l'argent. Mais je connais pas grand monde, moi, qui ont l'argent déjà, et puis là, qui ont à s'en servir pour évoluer avec ça, ou se conscientiser. De ce qu'ils font la plupart du monde, c'est qu'ils se conscientisent en même temps qu'ils veulent faire de l'argent, ou ils font de l'argent en même temps qu'ils veulent se conscientiser, mais c'est les deux en même temps. S'ils en ont un peu, ben ils se mettent à perdre, mais rarement à gagner de ce que j'ai vu, là. Ben, j'en connais quelques-uns, moi, qui sont dans mon cas. J'en connais plusieurs, même, des hommes d'affaires avec qui j'ai travaillé en 85, 86, 87. On était dans les années, à cette époque-là, où on était tous relativement à l'aise. Bien à l'aise. Ouais, à l'époque, on était bien à l'aise financièrement. Et puis, c'est à peu près dans l'époque où on a commencé à vouloir se conscientiser. À commencer à apprendre plusieurs que je connais qui sont dans le même scénario, puis à peu près dans le même temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en 85, mais on dirait que ça a réveillé certaines parties de la conscientisation. On était manipulés à vouloir se conscientiser. Et puis, comme l'argent n'était pas ce qui manquait, ben on pouvait à ce moment-là s'offrir ce qu'on aurait voulu comme séminaire, comme conférence ou comme atelier ou n'importe quoi. C'était un luxe. Mais tous ceux que je connais qui étaient dans ce cas-là ont tout perdu matériellement. En 87, le crash boursier est arrivé. Puis le crash boursier est arrivé probablement pas par accident, c'est-à-dire que je ne crois pas que c'est le crash boursier qui a fait appauvrir les gens, mais je crois que c'est la conscientisation ou l'évolution des gens qui détenaient l'argent à cette époque-là qui a provoqué le crash. Parce qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui étaient à l'aise, un certain nombre d'hommes d'affaires, un certain nombre de gens qui étaient habitués de gagner de l'argent. Il fallait qu'ils passent par une période d'évolution, puis il fallait qu'ils perdent de l'argent. Puis comme la majorité de ces hommes d'affaires-là étaient des gens qui transigeaient en bourse, il a fallu qu'il y ait un crash pour que tout le monde passe par la même période ou la même initiation. Mais ça, c'est pas ça. Quand tu parles de les hommes qui sont la cause du crash à cause de la révolution, là, c'est pas les gens c'est pas le groupe de personnes que tu connaissais. Non, c'est pas un groupe particulier, okay. Mais je veux dire, c'est... Je pensais que c'était dû à eux que ça avait tombé. C'est général. Il fallait qu'il y ait suffisamment d'hommes d'affaires sur la planète qui soient capables de passer à travers des vagues financières pesantes, puis des personnes qui étaient en évolution ou en conscientisation, pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils étaient n'était pas ce qu'ils détenaient. Parce que c'est facile, si on est riche, ou en tout cas relativement riche, de se payer de l'aide, de se payer des voitures, de se payer de l'habillement, de se payer un environnement qui fasse en sorte que tu n'as pas vraiment besoin d'être puissant. Je prends l'exemple que j'ai vécu. Si je me promenais avec une automobile Jaguar, puis j'embarquais un client dans ma voiture, j'avais pas vraiment besoin d'être un bon représentant pour être capable de signer un contrat avec lui. C'était vendu d'avance. La Jaguar vendait le contrat. Donc, j'avais vraiment pas besoin, moi, d'être quelqu'un. Puis ça, la majorité de ceux que je connais ont vécu le même scénario. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu devient suffisamment important. On commence, tous ceux qui se conscientisent, à être suffisamment important cosmiquement pour devoir, si on n'est pas assez intelligent pour l'appliquer assez vite, pour devoir se rendre compte que la valeur de l'individu, elle est ce qu'on est, pas ce qu'on a. Ça veut dire que, je peux dire que les gens qui te fréquentaient ou qui s'approchaient de toi, c'est parce que l'argent attire l'argent ou s'ils se tenaient avec toi, c'est parce que tu avais un signe de pièce écrit dans le front, puis ils pensaient de s'en sortir. Se tenant proche de toi, qu'il leur arriverait la même chose. La plupart du temps, je dirais que ceux qui se tiennent ensemble sont de même calibre ou de même niveau. Ceux qui ont de l'argent se tiennent avec des gens qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas se tiennent avec des gens qui n'en ont pas. Mais si par exemple, ceux qui n'avaient pas d'argent arrivaient tu voulais leur vendre quelque chose, est-ce que c'est justement à cause que les autres, à cause de ta réussite apparente, que ce soit vraie ou fausse, mais en apparence, ils voulaient se lier à toi? Oui, c'est sûr que l'effet de l'environnement, de ce que tu peux détenir, ce que tu peux posséder, ça là, on appelle ça la loi d'impression, ça impressionne ceux que tu rencontres. Ce que tu possèdes, la grosseur de ta maison, la grandeur de ta piscine, puis la couleur de ta voiture, puis la marque de ta voiture, ça impressionne souvent les égos à qui tu vas vendre un produit. Mais si on parle d'esprit à esprit, quand tu parles avec un client ou que tu parles avec une personne avec qui tu vas faire une transaction, qui, elle, que la discussion se fait de mental à mental ou d'esprit à esprit, là, c'est plus l'environnement qui impressionne. Puis là, c'est à ce niveau-là qu'il faut réaliser que quand tu es capable quand même
d'esprit à esprit de faire une transaction, c'est que tu n'as vraiment pas besoin de tout le reste pour rester ce que tu es sans l'avoir. Puis si on réalise qu'on n'en a pas besoin, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on la perde. Si j'avais compris ce que je comprends aujourd'hui en 85, j'aurais probablement pas perdu ce que j'avais. Oh, mais les hommes d'affaires du genre dont tu étais peuvent pas faire des affaires s'ils sont tout seuls à se conscientiser. Si, par exemple, est-ce que ce serait possible, par exemple, présentement, tu retournes dans ce milieu-là, où tu baignes déjà, oui. Est-ce que tu peux présentement faire des affaires, tu arrives en culotte courte, un chandail un peu déchiré ou une grosse transaction à coût de millions, avec quelqu'un qui n'a pas le même mental que toi? Oui, parce que maintenant, c'est plus seulement à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai réalisé que ce que je détenais, c'était pas avec ça que je travaillais, dans le fond. C'est que mon ego, à moi, était convaincu que ce que je détenais faisait ma carte d'affaires, faisait mon image, puis faisait l'image de ma réussite. Mais après avoir perdu ces items-là, tu réalises que tu continues à parler au même client ou à la même catégorie de clients, au même genre de personnes, puis ça marche encore. Les transactions se font encore de la même façon. Pourtant, tu n'as plus l'argent, tu n'as plus la matière que tu avais au moment où tu étais le personnage que tu étais, en possédant les biens. Fait que les biens n'ont absolument rien changé. On reste au même niveau énergétique avec ou sans l'argent. Si on a vraiment atteint un certain niveau énergétique. Finalement, si tu es ce que tu es. C'est ça. Mais est-ce que... Bon. Mais ce que je trouve, moi, de déplorable, c'est que on réalise malheureusement ça après qu'on l'a perdu. Majoritairement, je parle. Il y en a qui l'ont réalisé avant et qui n'ont pas tout perdu. Mais quelle est la mécanique, justement, qui explique que tu perds ce que tu as? Parce qu'on commence à être créatif quand on est mal pris. On commence à avoir des idées de création. Moi, tout ce que j'avais gagné, tous les succès que j'ai eus, dans tous les travaux que j'ai faits, dans toutes les formes de vente que j'ai eu à faire, ont toujours été parce que j'inventais. J'arrivais avec un nouveau produit. J'entrais dans une nouvelle industrie, dans une nouvelle compagnie. C'était un nouveau domaine pour moi. Puis là, j'arrivais là, puis je créais des façons de rencontrer des clients. Je créais des façons d'offrir des produits. Je créais des produits. J'ai fait breveter des produits que je vendais parce que ceux que j'avais offris quand je suis rentré dans la compagnie n'étaient pas tout à fait à l'image de ce que j'avais d'un produit qu'on devait vendre à un client. Donc, j'inventais. Jusqu'au jour où j'arrête d'inventer parce que j'ai plus besoin d'inventer parce que l'argent rentre tout seul. C'est là l'erreur. C'est que si tu ne sers plus ton intelligence parce que ton ego est suffisamment satisfait des biens matériels qui l'entourent, là, l'intelligence te remet sur le bon chemin, sur le droit chemin. Si c'est les items que tu possèdes qui te font arrêter de te conscientiser, tu vas les perdre. Est-ce que ça veut dire, bon, dans ton cas, si on peut dire, tu t'es assis sur tes lauriers? Oui, pendant un certain temps. Dans un sens d'intelligence. C'est ça. Bon. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler, ça? C'est pas travailler, créer. Parce que toutes les fois que j'ai créé, je me suis amusé. Je peux pas dire que quand je créais un nouveau produit, j'entrais dans une nouvelle compagnie, puis je décidais de vendre un produit. Bon, je créais des façons de le vendre, ou j'apprenais comment ça fonctionne. J'ai, à un moment donné, travaillé dans une compagnie d'instruments ophtalmiques. Il fallait que je vende des instruments pour prendre des photographies de fond d'œil, opérer l'œil, examiner la vue, tout ça. Bon, j'ai appris le fonctionnement de l'œil, j'ai appris le fonctionnement des instruments, j'ai appris comment on sollicitait des ophtalmologistes, des optométristes, des opticiens. Quand j'ai eu fini d'apprendre tout ça, j'ai eu un genre de sentiment de j'ai plus rien faire, puis je trouvais ça plate. J'étais dans la meilleure compagnie qu'il y avait au Canada à ce moment-là, puis j'étais rendu le meilleur représentant dans la meilleure compagnie. Je me suis senti comme plafonné. Puis à ce moment-là, j'ai suivi mon impression de changer de domaine. C'est un nouveau domaine où il fallait encore que je crée, parce que quand tu passes d'un domaine à l'autre, c'est sûr que tu as une période d'insécurité, parce que tu te dis, avant, j'étais expert dans un domaine X, je m'en vais d'un domaine Y, donc je suis plus expert maintenant dans ce domaine-là. Il faut que je reparte à zéro, il faut que je réapprenne les produits, il faut que je réapprenne les services offerts là-dedans. Fait qu'il y a une période d'insécurité, mais j'ai toujours écouté ça avant. Aller jusqu'en 87, j'avais toujours écouté cette vibration-là de dire, ça fait 3 ans que tu es dans un milieu, j'ai eu la faculté d'apprendre assez vite ce que j'apprenais, puis de développer assez vite ce qui était à développer dans un domaine, qui a fait en sorte que j'ai toujours changé d'emploi à peu près aux 2 ans. Depuis que je suis sorti de l'université, je n'avais pas resté
plus que 2 ans dans le même domaine. Non seulement dans la même compagnie, mais dans le même domaine. Je recommençais toujours à zéro. Puis à un moment donné, l'argent rentrant suffisamment dans un domaine particulier, à la bourse, que je me suis dit, bon ben là, pourquoi je changerais de domaine? C'est complètement ridicule. L'argent rentre seul, j'ai plus rien à faire. Tout le travail que j'avais à faire, je l'ai fait. Bon, j'étais au début de la trentaine, puis je me disais, maintenant, pour moi, j'étais retraité. J'étais retraité jusqu'à temps de me rendre compte que ce que j'avais, oui, on pouvait me replacer sur le marché du travail assez vite. Parce que j'avais arrêté de produire. Puis produire, quand on a un cerveau, puis quand on a de l'intelligence, produire, ça veut dire créer. Il ne faut pas arrêter de créer. Fait que si une personne, il y a des personnes que je connais qui sont multimillionnaires, qui possèdent tout ce qu'on peut rêver de posséder, mais ils continuent de créer. Ils créent à tous les jours. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils ne sont pas nécessairement conscients qu'ils sont en train de se conscientiser. Dans ce sens-là, c'est pas des gens qui font une démarche ésotérique, une démarche de conscientisation, une démarche de quelque sorte, en tout cas de l'extérieur. Peut-être qu'ils le font sans en parler, c'est peut-être très secret. Occultement. Oui, mais où ils sont très bien manipulés à le faire, mais je connais des gens qui réussissent très bien, qui n'ont jamais cessé de réussir parce qu'ils continuent de créer. Mais qu'est-ce qui explique justement qu'il y en a, ils roulent, ça va très bien, puis ils n'ont pas l'air d'avoir un brin de conscience, ils habitent. Ben, il y a souvent de ceux qu'on parle qui sont les gardiens d'argent. C'est sûr que quand tous ceux qui sont en conscientisation vont être rendus au point où ils vont avoir besoin maintenant de la matière pour faire des choses, et non pas pour satisfaire leur ego pour s'acheter une piscine, quand ils auront besoin d'argent pour faire quelque chose de concret avec, qui sera intelligent sur la planète, il va falloir l'apprendre à quelque part, cet argent-là. Donc, ceux qui ont été le gardien de l'argent pendant des centaines d'années, puis les dizaines de siècles qui nous ont précédés, il va falloir qu'on la possède, cet argent-là. C'est qu'en attendant, ils sont gardiens. Puis ceux qui ont un rôle, moi je dis que dans l'argent, il y a 2 personnages. Tu as les générateurs d'argent, puis tu as les gardiens de l'argent. Dans notre cas, ceux qui sont en conscientisation, on devrait être des générateurs d'argent. On génère de la matière à partir de ce qu'on a, à partir de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de dire. Ouais, ça m'amène justement à générer de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est en rapport avec une partie d'ego, mais mentalement, il me semble qu'on devrait pouvoir s'en servir de l'argent qu'on génère pour satisfaire un confort peut-être pas extrême, mais confortable. On devrait, si on était capable de d'appliquer l'intelligence tout le temps. Mais on va se servir de l'argent pour camoufler finalement des faiblesses, des lacunes qu'on a. Par exemple, on doute majoritairement de notre capacité de faire des choses, de notre capacité de créer. Tu aurais une ampoule électrique, une lampe qui fonctionne plus dans ton salon. Si tu n'as pas le métier, si tu n'es pas connecté à l'égrégore d'électricien ou à l'égrégore du bricoleur, puis que tu es un policier, puis tu es juste connecté à l'égrégore de policier, tu vas prendre l'argent que tu as gagné comme policier pour payer quelqu'un qui va venir réparer ton ampoule ou ton fil qui est coupé. Parce que tu doutes de ta capacité de le faire. C'est pas qu'on n'a pas confiance, on va prendre l'argent pour le donner à quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place. C'est pas nécessairement qu'il faut le faire pour dire je vais encore apprendre, je vais encore évoluer en connectant un fil. Mais il y a bien des fois où on se sert des autres personnes parce qu'on doute soi-même de ses capacités de faire quelque chose. Si on s'essayait le moindrement, probablement que dans l'expérience de réparer la lampe, bon, tu peux vivre plein de choses là-dedans, tu peux prendre un choc, tu peux faire sauter le fusible, tu peux réparer la lampe et être bien surpris d'avoir été capable de le faire. Mais il y a sûrement des choses à apprendre dans une chose aussi simple que de réparer une lampe. Et si par exemple, les problèmes de plomberie, je vais me toucher à ça, là, bon, je vais instantanément, puis je répare ça, puis bon, je me suis amusé. Mais après 4-5 fuites, pas parce que c'était mal réparé, mais parce que ça donne des problèmes de plomberie, puis là, ça me tente plus de le faire. J'ai plus de plaisir à le faire. C'est là qu'on devrait faire. Ça prendrait, mais ça prendrait de l'argent pour pouvoir dire, bon, j'appelle, festival. C'est là qu'on devrait se servir de l'argent, puis si on était capable de le faire comme tu le dis, probablement qu'on aurait. C'est là qu'on devrait se servir de l'argent pour dire, bon, maintenant j'ai appris ce qu'il y avait à apprendre à réparer des tuyaux, bon, ben, que quelqu'un d'autre le fasse, moi j'ai d'autres choses à apprendre en tondant le gazon ou en écoutant la musique. J'ai d'autres choses à apprendre. Mais je l'ai fait, ça. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois, maintenant j'ai compris comment ça marche, j'ai appris ce que j'avais à apprendre là-dedans, maintenant que quelqu'un d'autre le fasse. Je prends l'exemple de la bourse, j'ai travaillé depuis, disons, la majeure partie des 7 ou 8 dernières années dans ce domaine-là. Je
travaille avec mon épouse de la maison maintenant, avec une antenne parabolique. Je transige sur le parquet de Chicago, mais ça se fait au téléphone, de la maison. J'ai plus rien à apprendre dans le sens mathématique, puis dans le sens expérientiel de la bourse comme telle. Puis depuis, je dirais quelques mois, les résultats traînent. Les transactions se font, mais les succès sont jamais aussi gros que qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire au terme. Si par exemple on prenait un ordinateur et puis tu me disais avec mon programme que j'ai développé, puis tu me dis bon dis-moi quelle pièce acheter, quand vendre, je vais te le faire sur papier puis tu vas faire des millions dans quelques mois. Mais en pratique, j'arrivais pas à le faire. Et puis ça fait longtemps que je cherchais quel était le phénomène qui faisait en sorte que j'étais capable de le faire sur papier et que je n'étais pas capable de le faire en pratique. Donc, on peut toujours se dire, il y a de l'émotion de rattacher à l'argent. Quand tu dis sur papier, c'est que... Sur papier, c'est-à-dire sans transiger réellement, sans investir. Mais en temps réel, regarder l'ordinateur puis dire, bon, ben là, il est 9h11, maintenant, il faut acheter, puis on l'écrirait ensemble, on serait tous les deux assis côte à côte, on l'écrit, il faut acheter. 10h14, je te dis maintenant, il faut que tu vendes parce que ça va rebaisser. On l'écrit. Donc, si on calcule le résultat de tout ça, tu vas te rendre compte que les sommes d'argent sont phénoménales de ce qu'on aurait gagné, puis je me trompe à peu près jamais dans mes transactions. Tu aurais investi pour de vrai, là, tu aurais remporté... Non, parce qu'en investissant pour le vrai, je suis pas capable de le faire. Mais théoriquement. C'est ça. Théoriquement, ça marche, mais pour le vrai, ça marche pas. Alors, j'ai cherché partout pour trouver qu'est-ce qui cloche, parce que dans le fond, c'est complètement ridicule d'avoir tout l'équipement, d'avoir l'outillage, l'expérience, les contacts, puis tout ce qu'il faut pour faire ce genre de transactions-là, puis le vivre sur papier, puis pas être capable de le mettre dans la matière. C'est là que tu te dis pourquoi on n'a pas d'argent, pourquoi l'argent n'arrive pas. J'ai réalisé que moi, j'avais rien à apprendre là-dedans, mais Josée, ma femme, elle pouvait apprendre en transigeant la bourse. Là, de la façon dont on fonctionnait, moi, j'étais devant l'écran, elle était à côté, elle regardait de la façon que je transigeais, puis elle me donnait son point de vue. Cette semaine, on a changé les rôles. Parce que moi, il fallait que je continue à créer. J'ai décidé de développer un logiciel par rapport aux hommes d'affaires. On a un projet que tu connais, que j'ai décidé de développer, puis je me disais, je vais développer ce logiciel-là le soir, les fins de semaine, etc. Déjà, en disant ça, c'était de ne pas appliquer qu'est-ce qu'on dit toujours dans les conférences ici. Qu'il ne faut pas travailler à outrance, qu'il faut s'amuser, il faut s'occuper de nous autres, s'occuper des enfants, il faut se tenir en forme physiquement. Si j'allais travailler à la bourse le jour, puis travailler le soir à développer un logiciel, j'aurais pas eu le temps de faire de sport, j'aurais pas eu le temps de jouer avec mes enfants, j'aurais pas eu le temps de m'amuser avec ma femme, j'aurais pas eu le temps de prendre du temps pour moi. Ça fait que j'appliquais pas ce qu'il fallait appliquer. On a changé de siège. Maintenant, c'est ma femme qui est devant l'écran de la bourse. Moi, je suis assis à côté, puis je développe le logiciel. Depuis ce temps-là, les transactions qui devaient être théoriques sont vraies. Parce qu'elle apprend en faisant une transaction, puis moi, j'apprends en faisant d'autres choses, de nouveau. Finalement, ça veut dire, dans cet exemple-là, on continue avec toi, c'est qu'il faut que tu te retires de ce genre de métier-là. J'ai plus rien à apprendre. C'est comme ton affaire de tuyau tantôt. Ça fait 25 fois que j'ai fait le tuyau de plomberie, moi, à la bourse. J'apprends plus rien en faisant ça, ce travail-là. Par contre, ça peut générer énormément de matière. Mais il n'y a aucune raison intelligente que ça génère de la matière si j'apprends pas quelque chose en même temps. Donc, si moi, j'apprends pas quelque chose en même temps, ça n'en génère pas. Si la personne qui le fait à ma place, apprend, là, ça génère. Pendant ce temps-là, moi, j'apprends d'autres choses, là aussi, ça va générer. Ça veut dire ça fait des... C'est le résultat secondaire. C'est là qu'on marche à l'envers, c'est de se dire... Ma première idée, c'est certain, quand on a vécu des problèmes financiers, c'est de se dire, bon, ben, j'ai tout l'outil qu'il faut, j'ai toute la compétence qu'il faut, je retourne à la bourse, je vais refaire 500 000, on va régler nos problèmes, on va repartir de zéro. Tu sais, pas zéro, on va repartir à la retraite. Mais c'est pas ça. Ça, c'est la vieille façon. Ça, c'est la façon égoïque, c'est la façon de l'ère du poisson. C'est plus ça, on n'est plus là. Mais c'est ça, mais c'est la façon ce que tu décris, c'est une façon de vivre qui peut être très insécurisante. Parce que c'est instable. Elle est absolument insécurisante. Puis en même temps, c'est là que j'ai réalisé aussi que la plus grande différence entre la confiance, c'est-à-dire la nuance qu'il y a entre la confiance et le doute, c'est que on peut avoir confiance dans un système boursier, on peut avoir confiance dans nos capacités de travailler comme gérant de banque, on peut avoir confiance dans nos capacités d'être professeur d'école. Dans le fond, c'est pas de la confiance qu'on a besoin, c'est d'arrêter de douter qu'on est capable de le faire. La confiance, pour moi, c'est comme si on avait notre matière première, l'esprit, c'était une couche de matière blanche
blanche, 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 immaculément blanche. On a mis à un moment donné, dans la chute de l'homme, une couche de peinture noire par-dessus, que j'appelle le doute. Par-dessus ça, depuis ce temps-là, on applique une couche de peinture blanche, de la confiance, puis une autre couche de peinture blanche, encore de la confiance, puis le doute ressort tout le temps. Puis on dépense d'énergie à remettre de la confiance, puis à remettre de la confiance, alors que ça prendrait bien moins d'énergie, puis bien moins de temps, d'aller arracher le noir, d'aller arracher le doute. Puis là, on n'a plus besoin de confiance quand on n'a pas de doute. Si tu n'as pas de doute, tu n'as pas besoin de confiance. Si tu n'es pas malheureux, tu n'as pas besoin d'être heureux. Si on n'est pas pauvre, on n'a pas besoin d'être riche, on n'est pas pauvre. C'est une nuance au niveau des mots, mais quand on est capable de l'appliquer vraiment dans ce qu'on vit, si on élimine les problèmes plutôt que d'essayer d'augmenter la grosseur du pansement, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, mais il faut le chercher, cette nuance-là, puis la vivre, la comprendre, la différence entre avoir du doute et avoir de la confiance. Le doute que tu... pas le doute, mais la couche de peinture blanche que tu parles, la confiance, est-ce que tu compares ça à du positivisme? Oui, mais pas nécessairement seulement du positivisme. Ça peut être aussi... c'est sûr qu'on peut appeler ça du réalisme positif, c'est-à-dire que je pense pas qu'on le fait nécessairement en se disant « Bon, je veux être positif, je veux... me montrer que je suis fort, je veux me montrer que je suis capable de le faire, je veux me montrer que j'ai les compétences, je veux me montrer que j'ai les habiletés à le faire. » On ne le fait pas nécessairement consciemment comme ça. Mais à partir du moment où on dit « j'ai confiance que je peux réussir », on devrait s'écouter parler, parce que si on dit ça, c'est que dans le fond, on a un doute qu'on peut échouer. Si j'exprime que j'ai confiance de pouvoir te satisfaire en te vendant un produit, ou j'exprime que j'ai confiance de pouvoir réussir un examen, c'est que dans le fond, j'ai un doute. Fait qu'il faudrait aussitôt que j'exprime ce mot-là, un mot positif, à saveur positive, comme confiance ou bonheur, ou prends tous les côtés positifs du vocabulaire français, et puis regarde là-dedans, trouve l'image noire de ça, défais l'image noire, puis t'en as plus besoin de celle-là. C'est le résultat secondaire. C'est comme un chien qui jappe par peur. Effectivement. Mais, bon, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais comment en arriver à avoir mais c'est pas avoir confiance, à être confiant. Est-ce que être confiant, c'est différent d'avoir confiance? Non plus. Pour moi, c'est un leurre encore. C'est que on peut jouer avec les mots à partir du moment où on le met d'une légère manière positive. Être confiant, c'est avoir confiance. C'est un synonyme qu'avec l'ego, on va trouver, puis qu'on va se faire à croire qu'on n'a plus confiance, on est confiant. C'est pas ça non plus. Il faut enlever le doute. Il n'y a pas d'autre façon, puis on n'a plus besoin d'avoir la confiance. Puis pour enlever le doute, il faut être, il faut savoir. C'est des mots qui sont peut-être les deux mots les plus faciles à retenir quand on apprend et qu'on a pu voir dans le dictionnaire, mais si on est capable d'être, puis de savoir, si tu prends la devise d'une librairie ésotérique, il y en a plusieurs qui doivent être abonnés à, qui est le symbole des Templiers de l'époque, c'est savoir, oser, faire et savoir se taire. Parce que là aussi, si tu sais, si tu oses, puis tu le fais, donc savoir, oser faire, ça veut dire que je sais, j'ose le faire, ce que je sais. Donc, j'ai pas eu besoin d'avoir confiance dans ce que je fais, je le fais, parce que je le sais. En rapport avec faire en rapport avec l'application. Oui, appliquer dans la matière ce qu'on sait. J'ai un ami dans ma famille, qui me disait à un moment donné qu'on était rendu à écouter la 74e conférence de Daniel, et puis qu'il ne comprenait pas parce qu'il y avait encore des problèmes. J'ai dit arrête d'en écouter. Écoute-en une, applique-la toute, puis après ça, prends les 235 cassettes que tu pourras acheter, puis mets-les au vidange. Quand tu en auras appliqué une, pas écouter, pas apprendre par cœur, appliquer. C'est vraiment différent. Puis la majorité de ceux que je connais qui ont eu des problèmes dans l'évolution, il y en a qui évoluent facilement, parfaitement, parce qu'ils appliquent. Ceux qui ont des problèmes, ils ont juste à regarder pourquoi on a des problèmes, puis quand on a des problèmes, c'est parce qu'on n'applique pas ce qu'on sait. Plus qu'on en sait, puis moins qu'on en applique, plus on paye pour. Parce que tu n'as pas de raison de pas appliquer quelque chose d'intelligent quand tu le sais.
Si un enfant fait quelque chose qu'on va dire, ben voyons donc, comment ça fait qu'il n'a pas pensé que se mettre les 2 pieds dans l'eau, il allait attraper la grippe. Si lui, il ne sait pas quand il le fait, il n'y a pas de raison d'être puni. Mais si tu es un adulte conscient de ce que tu fais avec l'expérience, puis tout ça, puis tu vas te mettre les 2 pieds d'eau, les 2 pieds dans l'eau, puis qu'il fait moins 12 dehors, puis tu attrapes la grippe, toi, tu n'as vraiment pas de raison de ne pas l'avoir la grippe. Parce que tu savais ce que tu faisais, tu savais que c'était dangereux, tu savais tout ça, tu connaissais toute la mécanique, puis tu as mis 2 pieds dans l'eau pareil. Fait que si on le fait dans l'évolution, si on écoute, puis on apprend, puis qu'on lit un paquet de livres, qu'on écoute un paquet de conférences, puis qu'on fait un paquet de séminaires, puis qu'on les applique pas, on paye pas. Ça veut dire, on devrait se boucher les oreilles et les yeux pour une couple d'années. Non, on devrait. Ça fait moins mal. On devrait appliquer une semaine. C'est vraiment pas long. C'est exponentiel. Daniel l'a dit souvent. On l'a entendu à toutes les, je pense, presque à toutes les semaines que l'évolution est exponentielle. Elle est vraiment exponentielle. Si on applique. Oui. Dans le jeu de mots que je faisais tantôt, qui n'est pas un jeu de mots, qui est une réalité entre la confiance et le doute, par exemple, si tu élimines le doute, imagine tout ce que tu viens d'éliminer d'un même bloc. Tu sais. Là, ça semble être un petit morceau dans tous les défauts de mon ego que je voudrais éliminer. Juste le doute, il me semble, c'est pas grand-chose. C'est pas vrai, c'est énorme. Si on enlève le doute, tu viens de faire tomber tout un morceau parce que pour moi, l'ego, c'est un peu comme une construction d'une maison. Puis si tu arraches une section de mur, la maison tombe à terre. Tu n'as pas besoin de tout démolir le mur. Tu n'as pas besoin de tout démolir la maison. Tu n'as pas besoin de démolir la couverture puis de démolir le solage. Défaisant les coins principaux, puis elle va s'effondrer. Fait que l'ego fonctionne de la même façon. Puis c'est pas en disant je vais essayer de dorer la pilule ou je vais essayer de mettre une couche d'or par-dessus ma maison, que ça va rendre ma maison plus belle. Si la maison est un obstacle à ton évolution, ben, défais une coupe de coin puis elle va tomber. C'est vraiment dans l'attitude puis dans l'application. Puis on n'a pas besoin d'en appliquer tant que ça pour que ça rapporte. Puis souvent, j'ai l'impression que quand on en apprend trop, mais entre apprendre et savoir, il y a une bonne différence. Si on fait juste l'apprendre et on ne l'applique pas, on finit par être omnibulé par tout ce qu'on sait. Et puis on finit par passer nos journées à se demander pourquoi j'ai vécu ça, puis là on cherche un paquet de raisons, puis on rentre dans des discussions philosophiques, au lieu de les appliquer. Apprendre sans cesse, sans appliquer, c'est uniquement de l'intellectualisation, puis ça s'arrête là. Puis c'est beaucoup plus frustrant, parce qu'après ça, quand il t'arrive quelque chose, tu dis pourtant, à moi, ça ne devrait pas m'arriver, avec tout ce que je sais. Ouais. Mais c'est justement pour ça que ça t'arrive. Parce que, oui. Mais, pour revenir à la matière, ce que j'aime, ce qui me déplaît, ce que j'aime pas, ce qui me déplaît, c'est le tiraillement qu'il peut y avoir. C'est parce qu'il y en a qui ont de l'argent et puis qui appliquent à leur insu. Ils appliquent plein de lois qu'ils ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils appliquent, que ça fonctionne. Ok, mais c'est ça, c'est avec un rapport avec ce que tu dis, c'est s'il en saurait plus, c'est qu'il n'appliquerait pas plus, mais là, c'est là que ça s'effondrerait. Oui, puis pour l'instant, il ne faut pas que tout le monde s'effondre en même temps. Ouais. Il faut qu'il y en ait qui la gardent, l'argent. Pendant que toi, tu parles la tienne, ou que moi, je parle la mienne, il faut qu'il y en ait qui la conservent. Mais est-ce qu'il y en a quelque part qui vont la détenir temporairement, puis c'est vraiment pas... Puis là, on utilise beaucoup le terme argent, dans le sens... parce que il me semble que dans le monde dans lequel on est, c'est facile à comprendre, mais c'est vrai pour toute la matière. C'est ce qui exprime plus. Ça peut être aussi vrai pour nos vestons, nos cravates. Si on est capable, toutes les deux, de venir s'asseoir ici avec des shorts Adidas et puis un t-shirt, puis faire la même conférence qu'on fait là, la même énergie, la même qualité, puis avec la même perception du public, là, on pourrait dire qu'on est ce qu'on est. Oui. On n'a absolument pas besoin de nos habits. Alors que si l'habit est un outil essentiel à ce qu'on réussisse à faire une conférence ou à avoir des chaises de cette qualité-là ou avoir une salle de cette qualité-là, si on était capable, tout le monde, de s'en aller dans le carré Saint-Louis, là, puis habiller n'importe comment, puis faire la même conférence, puis avoir le même sujet de discussion, on serait des êtres. C'est-à-dire que la matière, comme par exemple les tissus que je porte, sont un support à pas mon énergie parce que je ne l'ai pas encore. C'est un support énergétique à ce qui m'entoure. C'est pas un support énergétique pour moi. À l'heure actuelle, c'est un obstacle à notre conscientisation. C'est un soutien dans l'évolution. Pour me permettre de continuer.
Oui. En attendant Qui te conserve vivant, si on veut, entre guillemets, là, c'est-à-dire qui te conserve en vie ou en évolution. Mais si on le perd, on passe de l'évolution, ben, il y a deux possibilités. Soit que si tu perds tout ce que tu as, puis que tu es tellement attaché à ce que tu as, que tu décides de te suicider ou de devenir alcoolique ou drogué, à ce moment-là, là, ça finit là. Mais si tu perds tout ce que tu as, et puis que tu restes vivant, tu restes conscient, à ce moment-là, tu passes de l'évolution à la conscientisation. Puis ça, c'est beaucoup moins pénible que l'évolution. Parce que l'évolution, pour moi, c'est quand on traîne par les cheveux et on tire dans le canal de l'évolution. Ouais, tu veux pas venir, mais tu vas venir pareil. C'est quand tu perds. C'est ça. Et la conscientisation, c'est que tu es conscient qu'il y a un canal, puis tu marches dedans. Ça va mieux de marcher debout que de te faire tirer par les cheveux. Oui, mais bien sûr. Mais en attendant, tant qu'on a de la matière, puis tant qu'on s'en sert pour compenser le manque d'énergie qu'on exprime, parce qu'on l'a, mais on ne l'exprime pas, tant qu'on sert de la matière pour compenser ça, on continue de se faire tirer par les cheveux. Alors que si on la perd, ou si on est capable d'exprimer vraiment ce qu'on est sans la détenir, ou sans en avoir besoin pour exprimer ce qu'on est, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on la perde, puis on peut marcher debout dans le canal en continuant d'avoir tout ce qu'on a besoin d'avoir. Parce que c'est vraiment pas intelligent de ne pas avoir d'argent. C'est vraiment pas intelligent d'être pauvre, c'est vraiment pas intelligent de ne pas être capable de payer son loyer. C'est pas intelligent de se passer d'une bonne voiture quand on a des températures, il faut se promener sur la route avec des autos qui ont de l'allure. Si on se promène sur la route avec des autos qui n'ont pas de frein, puis les pneus sont finis, puis on a un accident, puis qu'on meurt là-dedans, c'est vraiment pas intelligent de manquer de matière. On devrait tous avoir des autos neuves. On devrait tous. D'ailleurs, si tout le monde avait des autos neuves, il y aurait beaucoup moins d'accidents. On devrait tous avoir de l'argent pour se payer des bons pneus. On devrait tous avoir de l'argent pour être bien équipés. Mais si le fait d'avoir ça nous rend dans brume parce qu'on décide pas, là, on est manipulé comme d'habitude, mais qu'on arrête de se poser des questions ou on arrête de créer, à ce moment-là, il va falloir qu'à un moment donné, on perde ce qu'on a ou qu'on commence à créer avant de le perdre. Pour revenir à, je ne sais pas comment appeler ça, le mot d'ordre ou des Templiers, par exemple, qui était, je vais revenir là-dessus, savoir, oser faire. Bon, c'était savoir, le savoir, puis oser faire, c'est l'application. Oui. Et puis ensuite, c'est quoi qui savoir, c'était pour le savoir, puis oser faire, c'est pour dire à l'ego, fais ce que je sais. Puis après ça, c'était savoir se taire. Bon, savoir parce que ça, c'est probablement une autre partie très importante de l'évolution dans la matière, c'est savoir se taire. Si tu réussis à faire quelque chose d'intéressant, tu réussis à... C'est sûr, quand on le fait sur une base de conférence, il faut toujours bien dire qu'est-ce qu'on a à dire par rapport au sujet, mais c'est certainement pas des choses qu'on discute. Je parle des exemples que j'ai emmenés tantôt, c'est-à-dire que, par exemple, en changeant de chaise entre mon épouse et la mienne, et ma chaise, on change de place, on commence à faire des profits. C'est pas quelque chose que je vais aller expliquer à Pierre Jean-Jacques, que tout le monde... Parce que il faut savoir se taire. Il faut être capable de conserver l'énergie. Parce que quand on réussit à mettre le doigt sur quelque chose qui nous fait avancer d'un bond, si à ce moment-là, il faut l'exprimer à tout le monde parce qu'on en est fier, égoïquement, on va perdre l'énergie de ce qu'on a accumulé, puis on ne sera pas capable de cellulariser ce qu'on vient de vivre comme expérience. C'est là qu'il faut savoir se taire. Puis ceux qui ont de l'argent, savoir se taire, ça veut aussi dire savoir se taire égoïquement. Ça veut dire ne pas parader qu'on a des biens matériels, ne pas se promener avec... c'est un manteau de fourrure, poser un amateur par-dessus l'autre, parce qu'il y a deux couleurs différentes. Un, c'est assez... Il y a du gaspillage qui se fait au niveau esthétique puis au niveau impression. Parce qu'on impressionne avec la matière alors qu'on peut exprimer avec ce qu'on est ou avec ce qu'on dit, au lieu d'impressionner avec la matière. Puis se taire, c'est autant dans la matière que dans les expériences intéressantes qu'une personne vit. Puis dans la compréhension, c'est ça, de ce qu'elle a. Si on se l'explique mental à mental ou supramental, on se l'explique pas égoïquement, là, à ce moment-là, c'est correct. Mais la majorité du temps, c'est l'ego qui va récupérer l'expérience bénéfique, puis qui va aller appeler ses 14 voisins, puis expliquer ce qu'il vient de faire, puis hey, j'ai dit que Eureka, j'ai eu l'idée géniale. Fait que là, à ce moment-là, l'énergie se perd. L'énergie de l'apprentissage ou de la compréhension est perdue.
Puis c'est aussi vrai dans la matière. Il faut être capable d'être riche ou il faut être capable de posséder des choses. Puis c'est pas nécessaire que les autres le sachent. Il y a des gens qui sont vraiment riches pour que leurs voisins sachent qu'ils sont riches. Il y en a d'autres qui sont riches parce que c'est intelligent qu'ils soient. C'est vraiment, il y a vraiment une bonne différence entre les deux. Intelligent pour qui? C'est ceux qui le... Pour la vie en général. C'est pas nécessairement pour l'ego qui le détient, mais si toi tu as des idées géniales qui feraient en sorte que la planète se dépollue, qui feraient en sorte que les humains sont mieux sur la planète, qui feraient en sorte que les animaux sont moins martyrisés, que n'importe quoi d'intelligent, cosmiquement, planétairement, si toi, tu dois avoir l'argent pour faire ces choses-là, c'est toi qui devrais l'avoir. Que tu en bénéficies égoïquement en même temps, tant mieux. Si ça t'amène le fait que pour avoir cette richesse-là, tu as besoin d'avoir un avion privé parce qu'il faut que tu voyages d'un pays à l'autre pour aller régler des problèmes atmosphériques ou des problèmes d'environnement, puis que ça te prend un avion privé pour le faire, puis tu as un chauffeur de jet, parfait, c'est génial en plus. Là, l'ego va en bénéficier, puis il va se promener. Vous allez partir les deux dans le même jet. Mais intelligemment, il faut que celui qui l'ait fasse quelque chose avec. Si c'est juste pour l'accumuler, il n'y a vraiment pas de raison que tu en aies. Ça veut dire que, spirituellement, quand on parle des élus, les élus sont ceux qui appliquent, mais ce ne sont pas des élus. Est-ce que... Si on va parler spirituellement, on va dire les gens qui sont élus, ceux qui se conscientisent et qui vont arriver à une divinité ou quelque chose de semblable. Et puis après ça, d'autres personnes vont dire, dans la matérialisation, par exemple, qu'il n'y a pas d'élus. Est-ce que c'est en rapport, effectivement, avec l'application? Oui, parce qu'on devient élu. Tu t'es choyé. Ça peut être vu comme ça. Oui, c'est que tu deviens élu. Tu n'es pas élu. T'appliques pas parce que tu es un élu, parce que tu es né de même. Tu deviens un élu parce que tu appliques. Puis ça, parce que l'intelligence est accessible à tout le monde. Fait que si on s'en sert, on s'en sert. Celui qui va s'en servir, on peut tout dire qu'on est manipulé à s'en servir ou pas s'en servir, mais il y a en quelque part une manipulation d'un manipulateur. On peut quand même commencer à se programmer puis à dire à notre ego qu'on aime bien ça apprendre aussi, puis commencer à cesser de prendre l'ego comme une excuse tout le temps à chaque fois qu'on fait une gaffe et dire ah ben là c'est pas moi qui le faisais, c'était mon ego, je t'ai manipulé. Ça se dit bien ça aussi dans une conversation. Tu sais, j'ai cassé la fenêtre de ton salon, je t'ai manipulé. Fait qu'à un moment donné, faut arrêter d'être manipulé à faire des conneries de même. Faut se reprogrammer ou reprogrammer le programmateur. Puis ça, ben, on réussit à le faire seulement si on applique. Si on fait juste en parler, même si on voudrait, même si c'est pas avec le vouloir, c'est pas avec l'espérance, c'est pas avec la bonne volonté, c'est avec l'application qu'on finit par manipuler le manipulateur. Parce qu'à un moment donné, l'ego essaye de te manipuler dans une direction, puis ça pointe plus. Parce que tu appliques. Appliquer, pour moi, c'est vraiment couler quelque chose dans le ciment, c'est vraiment matérialiser l'évolution. C'est de créer des ancrages bien solides à l'intelligence qui font en sorte qu'après ça, l'ego a beau vouloir te promener à gauche et à droite, t'es terrestrifié, t'as terrestrifié l'intelligence, t'as réussi à descendre une vibration dans le plan matériel, puis c'est matérialisé. À ce moment-là, il y aura beau avoir les courants d'air astral qu'il voudra, ça va être bien difficile de faire sortir l'énergie que tu as dans tes cellules. C'est là, puis ça reste là. Si on n'applique pas, c'est là, puis ça reste là. Puis à un moment donné, l'autre à côté, il applique, puis c'est lui qui l'a. Pendant ce temps-là, tu vas avoir souffert pendant 20 ans à descendre l'énergie jusqu'à 6 pouces au-dessus de la tête, puis c'est l'autre à côté qui, en 5 minutes, a tout compris, puis il le ramasse, puis il applique. C'est celui qui applique, celui qui le matérialise qui va l'avoir. Est-ce que c'est nécessaire de comprendre, comme par exemple, dans l'exemple justement, que celui sur 20 ans qui veut arriver à quelque chose, mais qui emmagasine seulement l'information, mais qui s'en sert pas. L'autre à côté, que ça se peut que l'autre à côté peut se servir de toute l'énergie qu'une personne descend, et puis n'a pas compris. C'est mécanique, il le fait, mais sans avoir rien compris. Il doit avoir compris quelque chose en quelque part, sans nécessairement avoir compris qu'il a compris. OK, mais ça prend de la conscience. Il faut être conscient qu'on est capable d'être conscientisé, d'abord.
Conscient qu'on n'est pas juste fabriqué d'une pièce et puis qu'on n'est pas un corps physique qui a en même temps l'intelligence et puis qui a en même temps l'ego, etc. Parce qu'il faut avoir une compréhension minimum des mécaniques pour être en mesure d'appliquer. Parce que si on ne fait pas la nuance entre l'ego et l'intelligence, ça va être bien difficile de nuancer puis de goûter la saveur d'une réflexion égoïque ou d'une décision égoïque. Il faut d'abord, pour ça, savoir qu'il y a un ego. On peut l'appeler autrement. Les gens peuvent parler du subconscient, puis du conscient, puis du moi, puis du je, puis du tu. Mais à quelque part, il faut qu'on fasse une nuance entre ce qu'on est vraiment, puis ce qu'on essaye de nous faire croire qu'on est dans le plan astral. S'il n'y a pas de compréhension de cette mécanique-là, je ne verrais pas comment un individu réussirait à appliquer et à descendre l'intelligence totalement, parce qu'il pourrait se faire ramasser, se faire manipuler totalement, sans se rendre compte qu'il est manipulé. Fait qu'à ce moment-là, à gaspiller, je dirais, l'énergie. Puis je crois pas que l'intelligence ferait un gaspillage semblable, c'est-à-dire d'aller descendre une masse d'énergie dans un individu qu'il utiliserait pour ça. Toujours pas. Je reviens encore sur je disais le mot d'ordre, mais c'est plutôt la devise, une des devises probablement des Templiers, chevaliers du Temple. Ces gens-là ont, en tout cas, un noyau de ceux qui dirigeaient surtout les Templiers, avaient énormément, il y avait même le fameux trésor secret ou historique et secret. C'est de la matière. Et est-ce que c'est justement à cause, la devise leur a amené ce qu'ils possédaient? Et puis, est-ce que c'est... Ils ont été les instigateurs probablement d'une finance, haute finance, dans ce temps-là c'était en Europe, mais on pourrait dire mondiale. Ils sont encore ceux qui contrôlent la finance majoritairement. Si tu prends les Templiers aujourd'hui ou ce qu'ils sont devenus. Ce qu'ils sont devenus, puis si tu prends des sectes qui en dérivent, des nations qui sont qui composent majoritairement ces sectes-là. Par exemple, tous ceux qui ont déjà transigé en bourse savent qu'une journée de fête juive, c'est mort. La bourse ne fonctionne pas. Elle est ouverte, mais il n'y a presque pas de transaction. Après ça, on va dire que c'est pas les Juifs qui contrôlent la finance. Mais est-ce qu'il y a d'autres occasions? Est-ce que la bourse va fermer? Non, la bourse peut être fermée pour Noël. La bourse peut être fermée pour une fête aux Américains, une fête américaine, qui n'est pas une fête juive. Si la bourse est fermée pour ça, ben elle est fermée tout simplement. Mais il y a des journées où elle n'est pas fermée, la bourse est ouverte. Mais ça donne un jour de fête juif. Il se passe rien. Il n'y a rien à la bourse. Tout le monde sait ça dans le domaine boursier, même que c'est devenu que quand c'est une fête juive, ceux qui transigent à New York ou à Chicago, ils ne rentrent même pas. Ils ne rentrent pas travailler au bureau, il n'y a personne qui va appeler pour transiger aujourd'hui, les Juifs sont pas là. Ils ont tous des calendriers juifs chez eux. C'est ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui dirait qu'aujourd'hui encore, l'argent n'est pas contrôlé par la juiverie ou la franc-maçonnerie ou les Templiers, il manquerait un bon morceau d'information. Eux, à un moment donné, les Templiers ont utilisé des richesses matérielles. Il y a eu longtemps dans ces richesses-là des trésors. On parle souvent du Graal, qui est finalement ce qui devrait être dans le trésor du Templier, ce qui devrait être une des parties du trésor, c'est le Graal. Le Graal, c'était la connaissance. Il y a eu un moment où il fallait absolument détenir de la matière pour être capable d'exprimer ce qu'on pouvait être, parce que il a dû manquer d'énergie. Les gens de cette époque-là n'avaient pas nécessairement l'énergie que nous autres on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire l'énergie supramentale, il n'y avait pas accès d'une façon aussi facile et aussi pure que nous autres on peut y avoir accès aujourd'hui, à cause de l'évolution de nos génétiques et puis que de la capacité qu'on a de se connecter au plan supramental. Il y avait besoin d'énergie, de l'argent pour se monter. Aujourd'hui, les chevaliers de l'ère nouvelle, je dirais, vont devenir le Graal. Ils n'ont pas besoin de posséder le Graal. Ce qui fait que le trésor des Templiers va perdre de sa valeur, parce que l'or a une valeur symbolique, parce que tu achètes de l'or parce que tu as peur qu'il y ait la guerre. Donc les gens achètent de l'or. Mais demain matin, s'il n'y a plus personne qui utilise de l'or, si
tout le monde arrête d'en acheter parce qu'ils ont peur qu'il y ait de la guerre, si tout le monde arrête d'avoir peur, si tout le monde arrête d'avoir le doute, l'or tombe à terre. Qu'est-ce que ça vaut de l'or? Qu'est-ce que tu vas faire avec un lingot d'or chez vous dans le salon? À rien. Le trésor des Templiers, c'est la même chose, dans le sens que si c'est des richesses matérielles, comme des écus ou des pièces d'or ou le Graal, si tu n'as rien à faire avec, tu n'en as vraiment pas besoin. Si tu es devenu le Graal, si tu es devenu la connaissance et l'application de la connaissance, tu n'as pas besoin de posséder le Graal de façon extérieure. C'est ici qu'on a besoin de Graal maintenant. Il faut que chaque individu devienne le Graal. On n'a pas à l'acheter, on n'a pas à l'accaparer. Même si quelqu'un volait le trésor des Templiers et trouvait le Graal, il va mourir. Il va brûler avec l'énergie qu'il va avoir dans le Graal parce qu'il ne sera pas capable de le supporter, parce qu'il ne sera pas lui-même le Graal. Alors qu'avant, on avait besoin des artifices extérieurs pour être plus haut en énergie. C'était la richesse du temps, c'était le trésor probablement, c'est l'argent de cette époque-là. Et est-ce que ça leur conférait justement une puissance? Ben, La matière leur conférait une puissance, comme présentement, si on y va avec l'homme ancien, présentement, si je me présente avec un billet d'1 million, je vais nécessairement devenir puissant. Combien il y a de personnes, combien il y a de personnalités que vous avez déjà vues à la télévision, ou de vedettes, d'artistes, des gens que vous savez, vous entendez à la radio, vous lisez dans les journaux, cette personne-là gagne 3 millions par année, ou cette personne-là a un château à telle place, ou tu vois vraiment pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Il y en a, là, la vie des gens riches et célèbres, c'est un bon exemple. Là-dedans, tu vois des personnes riches et intelligentes. Dans les hommes d'affaires canadiens, ceux qui connaissent l'histoire des riches un peu du Canada ou des nouveaux riches, il y a des individus comme Desmarais, M. Paul Desmarais, qui lui a toujours appliqué une conduite. Lui, le mercredi, il ne travaille pas. Le mercredi, il fait de l'équitation avec sa fille. Le pape serait là, il voudrait le rencontrer. Le mercredi, il est inaccessible, il fait de l'équitation avec sa fille. Il a toujours fait ça. Puis il fait des millions, puis des centaines de millions par année, mais il a toujours fait ça. Il a appliqué, possiblement sans savoir, possiblement, mais il a appliqué certaines mécaniques de la vie de l'homme nouveau dans son évolution financière. C'est fixer des priorités. Alors que lui, il a vu qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais il faut faire quelque chose avec. Il faut vivre. Il faut avoir du plaisir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut apprendre. Il faut voyager pour voyager, pas juste voyager pour faire des affaires. Fait que, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y en a plein qu'on voit qui détiennent de l'argent que tu dis, je vois vraiment pas. C'est gaspillé. Ils peuvent pas, ces gens-là, ils n'ont aucune raison de détenir ces richesses-là, aucune raison intelligente. À ce moment-là, c'est vraiment temporaire aussi, normalement. Et ces détenus sont là en attendant là, que quelqu'un d'autre vienne le récupérer, mais ils peuvent pas dire qu'ils le détiennent. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cet argent-là, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Alors que l'autre personnage que je nommais avant, enlève-y son argent si tu veux, il va rentrer dans la salle ici, puis on va tous se tourner pour le regarder, sans savoir c'est qui est rentré. Il dégage une forme d'énergie. Pierre-Éliott Trudeau, c'est pareil. S'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de rencontrer un personnage comme ça, Jean Drapeau, Pierre-Éliott Trudeau sont des personnages que s'il était entré dans la salle ici, ou dans n'importe où, on va sentir qu'il vient d'entrer quelqu'un. On va sentir, on va vibrer que la personne ou ce qui est en train de se passer énergétiquement dans la salle vaut la peine que je me tourne la tête. Sans savoir c'est qui, sans savoir que c'est Jean Drapeau. Alors qu'une vedette qui est une vedette parce qu'elle est riche, elle enlève-y son 2 millions, remet la pauvre, puis elle vient de tomber à l'échelle des personnalités, elle passe du rang 1 au rang 5894. Parce que c'est vraiment son argent qu'elle tenait là. Mais prends Pierre-Éliott Trudeau, fais-y faire faillite, si t'es capable, pour la saluer de bonheur, mais si t'es capable de faire faillite, Pierre-Éliott Trudeau va rester Pierre-Éliott Trudeau. Puis en 3 semaines, il va être redevenu Pierre-Éliott Trudeau, aussi riche qu'il était avant. C'est des gens qui ont cellularisé l'énergie. Ces gens-là, avec le temps, ils ont un égrégore qui les entoure. Par exemple, le pape, c'est la même chose. Le pape, il a une attraction incroyable, un magnétisme. Mais si il a fait aussi que c'est l'égrégore, il est certain que le pape arrive en culotte courte, puis il ne passera pas inaperçu, même s'il est déguisé. Parce qu'il y a quelque chose qui traîne à l'entour de lui. Mais est-ce que c'est l'énergie qu'il a lui-même, son être-été, ou c'est l'égrégore qui ça dépend traîne avec lui? Ça dépend des individus. Si tu prends le Pierre Mark Johnson,
qui deviendrait en charge d'un parti politique du Québec, lui, il aurait probablement besoin de l'égrégore du parti pour être ce qu'il doit être. Mais si tu prends Jean Drapeau, tu l'enlèves de l'égrégore du Parti civique, Jean Drapeau est Jean Drapeau, puis l'égrégore du Parti civique, il se dégonfle comme une balloune, parce que celui qui remplissait l'égrégore, c'était lui. Donc, c'était son être-té. Si tu prenais Jean Drapeau et tu changeais de parti, ça ne changeait rien dans Jean Drapeau. Jean Drapeau restait Jean Drapeau. Si tu prends Pierre-Éliott Trudeau puis tu le passes du Parti libéral au Parti conservateur, le Parti conservateur va devenir le parti, parce que c'est Pierre-Éliott Trudeau qui est l'énergie dans l'égrégore. Alors que si tu prends celui qu'on a là, qui est dans l'égrégore du parti qu'on a là, l'égrégore ne vaut pas grand-chose, celui qui est dedans non plus. Mais il y a un moment donné où il y a une personne, c'est ça la différence pour moi entre une personnalité et une personne. Une personnalité se connecte à un égrégore. Il a besoin d'un égrégore qui est déjà là avant lui pour être ce qu'elle est. C'est-à-dire pour donner l'impression qu'elle est quelqu'un. Une personne pure et l'égrégore en même temps. Elle n'a pas besoin de se connecter à l'égrégore de l'autre. OK, il y a quand même un égrégore, mais c'est la sienne. C'est ça. Elle est tellement puissante que c'est la sienne qui remplit l'autre égrégore. Parce qu'on a tous un égrégore, mais... mais si par exemple, il y avait un égrégore de la fraternité des policiers, puis tu es le policier à Montréal, connu de tout le monde, qui fait les meilleurs, qui travaille le mieux, etc., puis qu'à un moment donné, tu es l'image publique de cette fraternité-là, ben, l'égrégore peut appartenir à une personne. Puis c'est la personne, si cette personne-là s'en va, il n'y a plus d'intérêt, et puis personne qui regarde la fraternité, parce que soudainement, tout l'intérêt qu'on avait là-dedans, toute l'énergie qui était fournie dedans par les citoyens ou par ceux qui le regardaient, le faisait par l'individu, mais pour l'individu, pour la personne qui parlait, et non pas pour ce qu'elle représentait ou pour le titre qu'elle portait. Ou le très honorable Pierre-Éliott Trudeau est resté Pierre-Éliott Trudeau. Il n'y avait pas besoin du très honorable en avant. Il est resté le très honorable après être parti de là. C'est ce qu'on l'aime ou pas en politique, je parle pas de sa qualité de prendre des décisions politiques. Je dis pas que c'est un être qui n'a pris que des bonnes décisions, puis que mais en termes de personnes, il faut reconnaître qu'une personne qui est capable de passer du Canada à la Russie, puis qui arrive en Russie, puis que tout le monde le considère comme un Russe, puis qui arrive aux États-Unis, tout le monde le considère comme un Américain, qui arrive au Canada, tout le monde le considère comme un Canadien, ça commence à être quelqu'un qui a un certain niveau de vibration énergétique qui est intéressante. Mais non, c'est un caméléon. Encore, mais non, mais il y en a qui le feraient de façon égoïque, il y en a d'autres qui le deviennent. Oui. Tu as des gens t'as des francophones qui parlent l'anglais aussi purement qu'un anglais. Puis tu as des anglophones qui parlent français aussi purement qu'un français, peut-être mieux. Ça fait qu'à un moment donné, il y a une capacité d'être ce qu'on est à l'instant où on l'est. Si moi, par politesse, si je commence à me courber comme un Chinois quand je vais en Chine, si je le fais par politesse, là, à ce moment-là, je suis pas vrai, ça va être égoïque, puis ça donnera pas le même résultat. Mais si, par affinité énergétique avec mes autres, à un moment donné, j'ai les mêmes expressions qu'eux autres, puis j'ai même un accent ou des façons d'agir ou des façons de boire ou des façons de manger qu'ils ont, sans vouloir les copier égoïquement parce que ça vient tout simplement naturel, parce que tu es proche, tu es en affinité énergétique. À ce moment-là, ils te reconnaissent. Ces gens-là te reconnaissent de n'importe quelle nation. Ils te reconnaissent comme étant partie des leurs, et non pas comme quelqu'un qui essaye de faire semblant qu'il fait partie des leurs pour leur faire plaisir. Ils s'identifient à ce que tu es ou ce que tu représentes. C'est que tu t'ajustes automatiquement sans t'ajuster. Tu fais partie du décor. C'est comme tu disais tantôt par la Pierre-Éliott Trudeau. Est-ce que c'est un caméléon? Ben, tu as des caméléons égoïques, puis tu as des caméléons purs. Il y en a qui... Le caméléon, lui, quand il change de branche, il se pose pas la question s'il va changer de couleur. Il change de branche, puis ça change de couleur tout seul. Fait que dans ce terme-là, Pierre-Éliott Trudeau, c'est un caméléon. Fait que dans le terme vraiment exact, c'est ça. Exact. C'est juste que c'est pas de façon à être poli ou de façon à être ajusté. C'est de façon automatique. Il y a la matière, une matière invisible qui existe, qui, par exemple, ça peut être une forme d'énergie astrale ou peut-être pas, c'est pas exact, là, mais si par exemple on parle d'égrégore ou de l'énergie ou de la magie, faire de la magie, mais
pas avec les cartes, là, mais de la magie à travers les égrégores, et nourrir un égrégore, transformer ça, guérir, soigner. Est-ce que c'est de la matière? Ouais, ben pour moi, c'est matérialiser l'évolution, dans le sens qu'on dit dans la conférence, dans le sens que, exactement comme je disais tantôt, on applique. On sait, par exemple, on en parlera un peu plus probablement quand Daniel sera là, on sait que on peut guérir à distance, on sait qu'on peut fournir de l'énergie à des personnes qui en ont besoin. On a tout appris les mécaniques de comment on peut transférer de l'énergie d'une personne à l'autre, d'un égrégore à l'autre, etc. Mais on peut penser que ça fonctionne, on peut croire que ça fonctionne, puis on peut le faire. Si on le fait, même si c'est pas sur le plan matériel, dans le sens que c'est pas, je vais pas remplir le verre d'eau, mais si en appliquant des mécaniques qu'on connaît, si je peux transférer de l'énergie d'un égrégore particulier à quelqu'un qui en a besoin ailleurs, sans que ce soit fait de façon émotive ou égoïque ou de façon à vouloir acheter son karma, mais parce que c'est mécanique et intelligent que ça soit fait, si je réussis à faire ça, je matérialise mon évolution. J'applique dans la matière ou dans l'énergie c'est des choses que tu as apprises. Ce que je sais faire, ce qu'on sait faire. Fait que ça, pour moi, c'est de se démontrer. Puis là encore, ça fait partie du doute et de la confiance. C'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance que ça marche ou est-ce que j'en doute pas puis je le fais? Si j'en doute pas puis je le fais, c'est ça l'évolution. Du côté de la conscientisation. C'est ça. Si on est tous les deux au courant qu'une personne en a besoin puis qu'on n'a même pas besoin de s'appeler, encore là, nos égos vont s'appeler pour vérifier qu'on y a bien pensé. Mais dans le fond, on a vécu un paquet d'expériences ensemble récemment, puis avec d'autres qui nous ont démontré qu'on n'aurait même pas eu besoin de s'appeler. On savait tout en même temps ce qu'il fallait qu'on sache, puis on avait juste à l'appliquer. Fait que ça, c'est ne pas douter de ce qu'on sait, puis de ne pas douter de ce qu'on est. D'être capable de transférer de l'énergie, d'être capable de faire on a appris de l'énergie qu'on peut générer avec des vocalises, avec différentes techniques, puis qu'on n'a pas nous autres, on s'épuisera pas énergétiquement, on peut prendre l'énergie dans un égrégore, etc. Donc, on prend l'énergie dans un égrégore, puis on le descend dans un événement ou dans un individu, parce qu'il en a besoin au moment où on le fait. Là, on a matérialisé deux choses. On a matérialisé l'énergie qui était dans l'égrégore, on l'a descendu en quelque part, puis en même temps, on a matérialisé notre évolution. On a matérialisé ce qu'on avait appris en l'appliquant. OK, c'est en rapport avec l'application. Est-ce qu'il y a d'autres formes dans le... Je dis l'invisible, mais finalement, c'est pas invisible du moment que tu sais que ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres formes de matérialisation en rapport avec les égrégores? Qu'est-ce qu'un égrégore peut... À quoi ça peut servir? À part de nourrir un dieu, là. Ben, ça peut servir, ceux qui ont déjà entendu la conférence de Daniel sur savoir comment prier, là, sur les prénoms. L'utilisation des prénoms, l'utilisation du prénom comme une clé dans la prière, c'est encore une technique, puis c'est encore quelque chose qui permet de matérialiser l'évolution. Si il y a de l'énergie dans un égrégore, moi j'ai été baptisé à l'église catholique romaine, si j'utilise mon prénom puis que je me connecte à l'égrégore de l'église catholique romaine puis que je vais chercher de l'énergie qui est là pour soit me guérir ou pour soigner quelqu'un d'autre ou pour apprendre quelque chose ou pour avancer dans quelque chose, à ce moment-là, je concrétise puis je matérialise encore de l'énergie qui est dans un égrégore. C'est toutes les formes de techniques ou les formes d'apprentissage qu'on a pu entendre, à partir du moment où on les applique, on matérialise qu'est-ce qu'on avait au niveau énergie. Bon, bien là-dessus, bonne pause. À tout à l'heure. Il y avait une période de questions tantôt. Vous essayerez d'enligner vos questions plutôt sur le sujet que sur n'importe quel sujet. Vous ne ferez pas la même garantie que Daniel pour les